Check, 1, 2, 3, 4, le son est là. Bonjour tout le monde! Fantastique de se retrouver ici en présence, parce qu'il y a 2 ans, j'étais pris pour aller à une autre fonction à l'extérieur et je l'ai faite en téléconférence avec vous alors que mon patron était sur le stage. Ceux qui étaient là, vous vous souvenez de ça peut-être? Mais c'est pas grave. Cette année, on est ici en présence. Bienvenue chez nous, enfin. On le voit-tu? Là, je vois que ça gosse. Microsoft. Fait qu'on va y arriver. Je vous souhaite la bienvenue à Saint-Hyacinthe, parce que c'est ma ville natale. Enfin, Audrey qui est ici avec moi, on vous dit bienvenue à Saint-Hyacinthe. C'est fantastique. D'habitude, il fait beau, le soleil est radieux, comme on disait tout à l'heure, mais il se peut que, oui, des fois, il faut que les champs soient arrosés, cette capacité-là de faire pousser ces éléments-là de base avec lesquels on mange au quotidien. Là. Fait que c'est beaucoup de développement ici, autant des fruits et légumes, comme le maïs principalement. À côté de chez nous, au village de Sainte-Madeleine, c'est de la fraise et d'autres légumes comme ça. Donc, on est dans ce berceau. Alors donc, c'est pour ça que je vous disais, bienvenue ici dans cette ville. On va parler aujourd'hui de quelques thèmes. Malheureusement, je n'ai que 45 minutes. Je ne peux pas parler plus loin, ça a l'air, parce qu'il y a bien du stock. Bien du stock pour faire le tour un peu de la question, qu'est-ce que c'est, comment qu'on va faire en sorte qu'un RSSI, en français, un responsable de la sécurité des systèmes d'information, en anglais, le CISO, qu'est-ce que ça prend pour que ça soit un rôle bien compris et que ça soit aussi bien appliqué? Je fais un petit peu un retour sur l'histoire. Les moins jeunes ici, on va se souvenir des années 60, 70, etc., comment ça s'est passé. Dans les tout débuts, c'était de façon primordiale la sécurité physique. C'est drôle, 40, 50 ans plus tard, ça a comme été un petit peu oublié. Mais ça demeure, il y en a ceux qui se souviennent du modèle OSI, à 7 couches. La première, c'est la couche physique. Puis la 7e, c'est la couche des applications. Il y a une 8e, puis il y a une 9e, mais je n'embarque pas là-dedans aujourd'hui. Fait que donc, la sécurité physique. Il fallait protéger justement les systèmes qui étaient indépendants des mainframes, autrement dit des ordinateurs centraux qui étaient divisés un peu partout et qui n'étaient pas encore connectés. Et lorsqu'on arrive après ça dans les années 70-80, bien, ça a été le déploiement progressif justement de certains modèles. Comme exemple, qu'est-ce qu'est la confidentialité de l'information? Comment est-ce qu'on peut assurer son intégrité? Vous avez les 2 modèles qui sont en haut ici, le Bell Lapuda et après ça, le modèle de BIBA. Encore des affaires très de base, on va dans le fondamental. Et après coup, le Mandatory Access Control, Discretionary Access Control, donc les accès discrétionnaires et obligatoires, comment est-ce qu'on fait pour gérer qui va accéder, quelle information? Vient à cela, il faut le rattacher, le contexte de l'information, comment est-ce qu'on la classifie? C'est un gros terme, ça, là. Mais aujourd'hui, tout le monde bénéficie de la magie de Office 365 ou de M365 maintenant que c'est appelé. Vous avez les possibilités de mettre des marqueurs pour dire j'ai un document qui va être réputé confidentiel ou qu'il ne soit pas public, etc., qu'il soit privé. Mais avant, il faut que vous soyez capable de qualifier cette information-là que vous générez pour après ça appliquer des principes comme ça. Là, on parle d'un principe des années 70-80. On est en 2024 et ça ne se fait pas encore. Même pas au gouvernement. Le gouvernement fédéral, ça le fait. Ça fait longtemps parce que ces principes-là sont venus du développement de l'ARPANET, du développement par les militaires américains qui ont développé ces réseaux de communication-là et l'accès à cette information-là. Donc, c'est pour ça qu'au niveau fédéral, c'est plus mature, qu'on le retrouve ailleurs dans d'autres gouvernances. Et après ça, quand on arrive dans les années 80, bien, il y avait la connectivité. À un moment donné, il fallait que ça soit fait, que ça soit mis ensemble. Dans les années 70-80, ça s'est fait. Les routeurs ont apparu et tout le monde, à ce moment-là, pouvait communiquer d'une personne à l'autre via la couche 3, UDP-IP, donc avec une adresse IPv4 comme on connaît aujourd'hui. Alors, c'est de cette façon-là que c'est venu. Et la première politique de sécurité informatique, la NDD 145, savez-vous comment c'est apparu, ça, dans le décor? Ça, c'est le président Reagan qui était en poste à ce moment-là à Maison-Blanche. Savez-vous comment est-ce qu'il est arrivé à drafter ça? Le bonhomme, il était à son camp de retraite, le camp David, puis il a regardé le film War Games en 1983. As-tu qui se souviennent de ça? Le lendemain matin, il y avait une réunion où, peu importe, peu de temps après, avec sa gang, les chefs d'état-major, et il a demandé « Ce que j'ai vu dans le film, ça peut-tu nous arriver? » Là, tout le monde, ils sont échauffés avec le café, ils ont dit « On va revenir, Monsieur le Président. » Une semaine après, Monsieur le Président, c'est pire que ça. Fait que donc, il y a eu un éveil à cause d'un film, et que le film, par sa fiction, a mis en avant-plan l'importance de faire une évaluation du risque et des menaces. Et là, ils ont généré cette première politique de cybersécurité qui a donné lieu à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est fou, là.
Et on est là en début des années 80. Fait qu'après ça, il y a cette décentralisation de l'information, au lieu que ce soit dans les centraux, ça s'en vient sur le PC, ça s'en vient donc vers les ordinateurs indépendants. Et c'est là qu'on s'en va jusque dans les années 2000. Vous voyez un peu la mécanique qui s'est mise en place pour être capable de protéger davantage les accès, prévenir les incursions, etc. Donc, aussi, dans les années 2000, il y a eu l'introduction de l'infrastructure avec les publics, le PKI, qui, en 99, à la Défense, on a installé ça. Fantastique. Ça marche encore aujourd'hui, 25 ans plus tard. Mais il y a des gouvernances qui s'en servent même pas encore aujourd'hui. Et ça, au début des années 2000, il y avait un projet collectif national de faire une infrastructure avec les publics, donc pour tout le monde qui est ici, être en mesure d'avoir sa clé, donc une carte avec une puce dessus, certificat donc, et être en mesure d'interagir avec le gouvernement de façon sécuritaire. 25 ans plus tard, on n'a rien encore. Fait que donc, c'est des éléments comme ça, il faut se rappeler que ça se développe et ça se développe à longue haleine. Fait que vous voyez ici, avec l'évolution dans laquelle on baigne, là, aujourd'hui, on est pogné avec, je dis pogné, avec des idéaux, l'Internet des objets, etc., qu'on ne sait à peu près pas qu'est-ce que c'est et surtout où c'est qu'il y en a. Si on fait un scan ici de quel genre d'idéaux qu'il y a dans la place, il y en a beaucoup, parce que c'est un édifice qui a été bâti justement avec des automatismes, gérer l'énergie, gérer l'air, gérer toutes sortes d'affaires. C'est fantastique. Mais dans la rue, est-ce qu'il y en a aussi des idéaux d'Internet des objets, des appareils, autrement dit, qui vont travailler à une certaine bande de fréquence, qui vont permettre d'être gérés à distance, mais que la sécurité n'est pas trop impliquée là-dedans? C'est là qu'on est. Donc, il faut maintenant changer ses façons de voir la vie. Il faut changer ses façons d'adresser le danger. Comme dans Jaws, lorsque le shérif a vu le requin qui était dans l'eau pour la première fois. Ouais, on a besoin d'un plus gros bateau. Bien, c'est la même affaire en cybersécurité. À un moment donné, si on voit toujours la cybersécurité comme dans les années 60, le contexte n'est pas pantoute le même. Alors, il faut changer ses façons de voir la vie, c'est changer ses façons de faire. Et ça s'est fait justement partout dans le monde. Vous voyez les dates en dessous de chacune des agences de différentes gouvernances de différents pays. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils adressent la cybersécurité, la sécurité de l'information en général. Et au Québec, bien, ça a été décidé donc que le janvier 2022 était la date qu'on met ça en place, donc le ministère de la cybersécurité et du numérique. Très heureux d'avoir participé au projet, dans le sens que le premier CISO du Québec, premier sous-ministre adjoint à la cybersécurité et à la sécurité de l'information gouvernementale, fantastique. Par contre, l'organisation, comme une organisation gouvernementale proprement dit, ça prend du temps à se mettre en place. Et c'est là que, malheureusement, comme bien d'autres gouvernances qu'on voit ici sur le tableau, il y en a beaucoup qui ça a pris du temps avant que ça se fasse aussi et ils sont toujours en train de le travailler. Si je prends par exemple, en octobre 2021, The Office of Cybersecurity Director, Office directement tapé sur la Maison-Blanche. Pourtant, les Américains, ils ont des agences de renseignement et de sécurité, il y en a une vingtaine, la dernière fois que j'ai compté. Et ils ont trouvé le nécessaire de mettre ce bureau-là pour faire quoi? Rehausser l'importance de la cybersécurité et dire justement à la gouvernance de tout le monde, surtout l'entreprise privée, arrêtez de mettre ça, la cybersécurité, comme quatrième chapeau de responsabilité d'un quelqu'un qui travaille sous le VP Finance. Une réalité qu'on vit encore, je pense, aujourd'hui. Mais c'est la raison pourquoi le ministère de la cybersécurité au Québec est apparu aussi. Pour ramener en avant-plan, à la table des ministres, au Conseil des ministres qui se rassemblent à tous les mercredis, « Hey, il y a un gars qui parle de cybersécurité ici. » Et c'est comme ça que ça élève l'importance, que ça nous aide dans notre quotidien à apporter le sujet, que ça doit être pris au sérieux et pas juste laisser par hasard que ça se règle. Même affaire avec les normes. Demain matin, il y en a qui vont dire « Ah, mais là, il faut être cybersécurisé, nous autres, il faut qu'on prenne une norme, on l'applique, puis là, on va être correct, on va être protégé, puis là, on va répondre à tout ce qu'on est obligé de répondre. » C'est laquelle là-dedans qui est la meilleure? Ça dépend. Ça dépend de qui vous êtes, ça dépend dans quelle organisation vous œuvrez, ça dépend dans quel domaine vous œuvrez. Si vous êtes une PME, est-ce que PCI, ça serait de facto la norme à appliquer, ou bien vous devriez répondre à un SOC 2 type 2? Ah, là, c'est quoi ça, SOC 2 type 2? C'est quoi NIST, etc. Cybersécurité Canada. Combien est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi ici? Ah, bien là, je suis surpris. Il y en a plus que je pensais. Fantastique. Mais c'est une norme qui est méconnue ici en pays. Pourtant, ça fait 3 ans qu'elle existe. Mais que ça répond à 13 mesures, que c'est les meilleures pratiques édictées par le Centre canadien de la cybersécurité, le Centre canadien de la cybersécurité et le CST, qui, à ce moment-là, tout le monde devrait avoir. Même affaire avec le CMMC américain, la version 2.0, 3 niveaux, dont le premier, bien, c'est lui aussi des meilleures pratiques à mettre en place. Pareil, comme j'ai oublié de mettre celui d'Angleterre, qui est Cyber Secure, même affaire. Eux autres aussi, meilleures pratiques, mettez ça en place. Moi, je voyais très bien Cybersécurité au Canada que ça devienne obligatoire.
pour que tout le monde en fait répondre à une norme minimale qu'ils savent qu'est-ce que c'est. Autrement dit, que les entrepreneurs, les entreprises savent qu'est-ce qu'est la cybersécurité, parce qu'ils en ont besoin dans la loi 25 pour la faire respecter. Fait que si vous n'avez pas une connaissance de votre infrastructure de base, puis vous ne savez pas ce que vous en allez avec vos données, vous ne savez pas ce qui sont stockés, sont-ils en nuage, sont-ils dans un drive, sont-ils dans une clé USB, sont où vos données? Il arrive une brèche. Bien, ça fait partie de savoir un peu l'architecture, comment elle est structurée, et après ça, comment répondre aux questions. Fait que donc, comme professionnel, comment vous devez voir ça? Je retourne bien loin en arrière. C'est un vieux sage-là qui est Sun Tzu, un maître de la guerre qui était appelé, le bonhomme, et qu'il disait quand même 400, 600 ans avant Jésus-Christ que si vous vous connaissez et vous connaissez l'opposant et vous connaissez vos capacités, vous allez être capable de vous en sortir dans toutes les batailles possibles. Mais si vous ne connaissez pas vos capacités ou celles de votre ennemi, c'est certain que vous allez vous faire ramasser. Je paraphrase, évidemment. Mais ça dit ça dit ce qu'on est, là. Lui, il a vu ça, il a généré ça, cette vision-là, il y a 600 ans avant Jésus-Christ. Puis là, on est en 2024, puis il y a beaucoup de gens dans le domaine de la cybersécurité qui ne savent même pas ce principe-là. C'est-à-dire, on va en parler tantôt, quelles sont vos menaces, quelles sont vos vulnérabilités. Et après ça, comment vous en faites état pour l'adresser. Fait que comme cheminement, il faut se dire aussi, comme professionnel, la cybersécurité, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi ici, parce qu'on ne peut pas syndiquer un poste comme ça. La cybersécurité de 8 à 4, là, je ne crois pas à ça. Désolé, là, je suis une bébite que je n'ai jamais travaillé 8 à 4 en cybersécurité. Et surtout pas qu'à 35 heures. 35 heures, c'est une journée pour moi. Dans une semaine, 35 heures, cybersécurité, il va y avoir des trous, il va y avoir des carences, puis il va y avoir quelque chose qui ne va pas bien. Fait que c'est une vocation, veux pas. Puis vous donner une idée, bien, quand j'ai fait ma carrière, j'ai commencé comme militaire, comme elle disait dans l'introduction, puis après ça m'a emmené justement jusqu'à en parler dans les médias, à en parler avec vous autres, à en parler donc, à l'enseigner à l'Université de Sherbrooke. Mais que c'est des éléments avec lesquels se sont additionnés. Quand j'ai fait l'examen de CISSP, donc un examen de certification de cybersécurité, dans l'examen que j'ai fait, il y avait 10 domaines, 250 questions, 6 heures pour faire l'examen. Aujourd'hui, c'est plus facile. C'est combien de questions, je ne me souviens pas. En tout cas, ce n'est pas 250. Oui, ça a baissé beaucoup. Là. Fait que donc, c'est facile maintenant. Pourquoi il faut que ce soit accessible? Et en même temps, il faut que les gens soient compétents dans plusieurs domaines. Mais j'ai été chanceux, j'ai évolué dans les 10 domaines qui m'étaient demandés par ce job-là comme militaire. C'est rare. Maintenant, il faut creuser un peu plus loin, il faut aller travailler l'information. Donc, travailler comme fonctionnaire à la fonction publique fédérale, ça aussi, ça a été un beau projet. Refaire 2 réseaux informatiques, je les refais au Collège militaire à Saint-Jean, qui donne à ce moment-là lieu à ce que le collège œuvre comme qu'il a été dans le temps. Mais c'était un merveilleux projet avec un chèque en blanc. Hey, pense à ça, un budget illimité. Fallait comme tu le penses. Hey, on a-tu des idées dans ce temps-là? Rouvre le livre, fais une salle de serveurs, rouvre le livre. Comment il a fait la salle des serveurs? L'extinction au gaz, les pipes à vide, etc., le plancher surélevé de 12 pouces. 18 pouces, j'ai mis. J'ai mis 18 pouces parce qu'on était à côté de la rivière Richelieu. Qu'est-ce qui est arrivé en 2011? L'eau était à 20 pieds du bâtiment. Puis j'y ai retourné sur place, puis j'ai été voir mes amis qui étaient encore là, puis j'ai ri d'eux autres, parce qu'ils riaient de moi dans ce temps-là. Le gros, mais non, pourquoi tu mets ça 18 pouces? C'est bien trop haut. Si l'eau déborde de la rivière, là, c'est jamais arrivé en 100 ans. Ouais, mais là, les temps ont changé. Et c'est là qu'il faut anticiper. Il faut avoir cette vision-là que ça peut arriver. Il faut arrêter de se bâtir des concepts de l'il y a X années. Les données qu'on avait il y a 100 ans, quand on fait des évaluations de risque environnemental, ils commencent à être périmés. On le voit, les changements, il faut que je le dise, il faut que je le place dans la conférence, les changements climatiques, bien, ça va contribuer à ça. All right? Fait que c'est pour ça qu'il faut développer la stratégie de la sécurité. La vision, c'est là que je vous parle. Il faut comprendre, après ça, qu'est-ce qui s'en vient en avant. Moi, j'aime beaucoup. Quand j'ai été militaire, là, j'ai été à des postes très rapidement en avant de la parade. Donc, quand on a la parade en avant de nous, puis on est capable de dire les ordres, puis qu'on fasse réagir le monde, bien, c'est plus facile que quand on est dans les rangs et on réagit aux ordres. Puis quand on marche, surtout, marcher en accordéon, ceux ici, il y en a qui savent qu'est-ce que c'est. Il y en a qui vont plus vite, non moins vite, etc. On perd le pas, ça va pas bien. Mais quand on le donne, le pas, ça, c'est bien plus facile. Donc, planification à long terme. Après ça, il faut être capable, comme professionnel, d'avoir une gestion des risques. Comprendre c'est quoi les risques. Donc, être capable de générer une évaluation des menaces et des risques. Document important dans tous les aspects. Créer un réseau, évaluation de menaces et des risques. Faites une modification au logiciel dans le réseau. Idéalement, vous faisiez une évaluation de menaces et des risques pour voir si ça ne modifie pas l'environnement, ça ne modifie pas les façons de faire. Est-ce que ça crée une brèche ou bien ça règle des problèmes dans votre réseau? C'est ça qui est important de déterminer. Ensuite,
Politique et conformité. Participer à l'élaboration des politiques. Donc, il faut s'impliquer. Et c'est ça qui fait mal dans beaucoup d'organisations. Vous arrivez dans un organisme où on vous emploie pour le job que vous êtes supposé de faire, de protéger l'information. Beaucoup vont dire, comme patron, occupe-toi des bébites, nous autres, on va s'occuper de la business. Mais ce que pas beaucoup de personnes réalisent dans leurs entreprises, c'est que tout repose sur la TI. Puis je fais l'analogie où j'ai milité depuis les quelques dernières années à avoir une émission à la télévision ou à la radio, hebdomadaire ou peu importe quand, pour parler de cybersécurité. On parle d'hypothèques, on parle de finances, on parle d'automobile, on parle de toutes sortes d'affaires qui reposent sur la cybersécurité, qui reposent sur les TI. Je ne parle pas de parler des dernières applications de Cossin et de ça. Je parle vraiment des fondamentaux. On va en parler tantôt d'infrastructures essentielles. Si on ne parle pas de ça, de m'amener, là, on va ouvrir la champleur, il n'y aura pas d'eau qui va sortir. Ensuite, politique et conformité. Donc, travailler au respect de la conformité des réglementaires, si vous y souscrivez, pardon. Supervision des programmes de sécurité. Fait qu'une fois que les programmes, les politiques sont en place, il faut qu'on assure que c'est suivi. Tout comme la gestion d'incidents. Est-ce qu'ignorer le risque est une bonne avenue dans certains cas? Parce que des fois, il y en a qui vont dire « ça ne me concerne pas, je laisse ça là ». Des fois, ça peut jouer contre vous autres. Mais comme responsable, il faut lever la main, il faut se faire entendre. Et si un décideur, autrement dit le président, vice-président, responsable de je ne sais pas quoi, lui prend la décision de dire « le gros, je t'ai entendu », excusez, quand je dis le gros, c'est moi. Bon, je ne vise pas personne dans la salle. Quand il dit « non, j'ai entendu, là, mais je prends la décision qu'on ne fait pas ça, on y va comme je le pense ». Écrivez, documentez, gardez ça sur un papier, pas sur un média électronique, parce que ça peut effacer par hasard. Gardez ça sur un papier écrit, puis si jamais ça frappe la fan, sans dire quoi, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir dire, sans dire « je te l'ai dit », mais le papier était là. Donc, autrement dit, protégez vos arrières, c'est ça que j'essaie de vous dire. Planifiez donc avec un programme de recouvrement en cas de désastre, recouvrement en cas de reprise des activités. J'ai un bel exemple tantôt, vous allez voir récemment que c'est arrivé que assez important de faire ça, cette étape 5-là. Après ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ensemble? J'essaie de mettre un peu plus d'humour parce que le sujet est sérieux, puis vous n'avez pas de l'air trop réveillé avec moi. Bien, c'est la sensibilisation et la formation. C'est-à-dire, il faut en parler. Premièrement, aérer nos problèmes. 2, trouver des solutions à ces problèmes-là. 3, mettre tout le monde au courant que tout le monde a sa part de responsabilité. Est-ce que dans votre quotidien, vous avez une responsabilité à la cybersécurité du pays? Y en a-t-il qui se croiraient à ça, cet énoncé-là? Eh boy, OK, j'ai de la job à faire. Pas grand main de lever. Ben oui, parce que ça commence avec vous. Si vous n'avez pas mis à jour votre iOS de votre téléphone et votre iPad à la version 17.5.1 qui est sortie hier ou avant-hier, vous contribuez peut-être à votre appareil qui peut être compromis et après ça, générer des faux, si ce n'est qu'entretenir de l'envoi de spam. Ça va jusqu'à ce point-là. Au même titre que ceux et celles qui utilisent encore un 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. J'en parle pas, là. Aujourd'hui, là, je me félicite, je ne parle pas d'affaires de mot de passe dans ma présentation. Anyway, on va au-delà de ça. Donc, surveillance et audit. Bien longtemps, moi, j'ai été de ceux qui croyaient que l'audit, hey, ça, c'est une gang qui s'en vient nous taper sur la tête, on barre les portes, ils ne rentrent pas ici. Il fallait vraiment là, qu'ils ne viennent pas voir qu'est-ce qu'on fait. Mais non, au contraire. Avoir un audit, c'est un bel examen de conscience, c'est un bel examen de savoir où on s'en va. Il faut travailler avec eux autres, il faut travailler avec, justement, connaître nos faiblesses, connaître nos vulnérabilités, et des rapports d'audit, ça vient nous aider par rapport à ça. Collaborer et communication, collaborer interne, c'est une bonne chose au quotidien. Mais après ça, quand vous sortez de l'organisation à l'externe, hein, quand le feu est pris, qui vous appelez? Et ça ne se travaille pas au moment où vous ramassez le téléphone, vous appelez un des fournisseurs ici, dans la salle ou à côté, qui pourrait vous aider. Non, non, ça se cultive, ça. C'est ça, les facteurs humains qu'on parlait tout à l'heure, que vous devez, à ce moment-là, entretenir des connaissances, prendre le temps de parler avec les gens, et après ça, là, vous savez qui appeler si jamais le problème arrive. C'est bien important, cette portion-là, parce que trop souvent, il y a des gens qui débarquent de nulle part, ils appellent « Ah, tu peux-tu m'aider, là, je suis dans le trouble? » OK, comme bon concitoyen, on va dire « Oui, bon, on va t'aider. » Mais il y a des fois là-dedans, là, encore une fois, les gens ne disent pas toutes les vérités. Là. Fait que là, quand on commence à gratter, c'est un problème qui date de plusieurs mois antérieurs. Il y en a un qui m'a appelé la semaine passée, il me dit « Ouais, ça fait 1 an qu'on s'est fait hacker, j'aimerais ça que tu viennes nous aider pour faire une expertise, puis après ça, les témoigner en cours à la défense, comme quoi que le hacker il est venu de Chine, mais que c'est pas de notre faute qu'on a perdu l'information. » Depuis combien de temps que tu as eu ça? 1 an? Qui sait qu'il y a des logs d'1 an chez Microsoft ou 365 avec Outlook? Ça n'existe pas.
Fait que c'est là qu'il faut faire le travail en amont. Et après ça, l'amélioration continue. Il faut arrêter de rester assis sur qu'est-ce qu'on est. C'est très dynamique dans lequel environnement on évolue. Et surtout, vous êtes la personne comme RSSI qui est en avant-plan. C'est vous qui amenez à ce moment-là les idées, qui faites reconnaître à ce moment-là les priorités et qui donnez le ton sur comment ça va se passer. Le leadership, ça se travaille. Il y en a qui ne sont pas nés pour être leader. Ça, c'est écrit dans le ciel. Mais ça se travaille pour être capable de dire « Hey, je vais amener des bonnes idées, je vais construire, je vais mettre ça positif en avant de nous autres. » Alors, après ça, la gestion du risque, elle fait comment? J'aime beaucoup le directeur Vigneault, de la façon qu'il a présenté ça en 2021, qui dit « Peut-être que vous direz qu'en tant qu'universitaire scientifique ou entrepreneur, la sécurité nationale ne vous concerne pas. Eh bien, je vous rassure que la géopolitique, elle, s'intéresse à vous. » Ça veut dire qu'à l'extérieur du pays, il y a peut-être des organismes, des gens, de toutes sortes de personnes qui viennent s'intéresser à nous autres. Hein? Rappelez-vous l'Internet, quand ça a commencé au début des années 90, là. Wow! On est allé partout sur la planète. Fantastique. L'inverse s'est fait aussi. Wow! Il y a des choses intéressantes au Canada. Et là, quand les portes ne sont pas barrées, qu'est-ce qui arrive? Wow! Il y a bien du stock en dedans. C'est de même que ça se passe. Fait que donc, c'est des éléments comme ça qu'il faut être prêt à faire. Ça, c'est dans le contexte de la guerre, du conflit, je devrais dire, avec l'Israël versus Hamas, un fournisseur d'accès Internet qui a été mis hors ligne par une attaque de distribuer de données de service. C'est la grosse mode présentement dans toutes sortes de conflits qui se passent dans le monde. Et dans ce coin du monde-là, ils en subissent des conséquences. On a eu ici au Canada l'année passée, le petit incident avec l'Indian Cyber Force qui sont venus, le dernier site qui ont mis en terre, celui des Forces armées canadiennes, un DDoS qui a duré 2 heures, aucune conséquence, pas de defacement, pas de conséquence de perte de données, de quoi que ce soit. Ils ont tout simplement submergé la plateforme pour la mettre à terre, inaccessible. Comme c'est la majorité des cas, ça dure une petite tempête, 2-3 heures, des fois 24 heures. C'est tout. Ça reprend après ça. Donc, si vous avez une business, par exemple, qui fait des transactions financières et vous ne pouvez pas perdre une milliseconde de business, là, ça devient un problème pour vous autres. Imaginez un fournisseur d'accès Internet. Il en dessert combien de milliers de personnes, voire peut-être des millions, et là, il est mis à terre pendant 2 heures. Oups! Fait que ça, c'est l'anticipation qu'il faut avoir. Je vous amène cette photo-là des câbles sous-marins comme gestion de risque. Hey, on va-tu s'acheter un sous-marin pour aller gérer le risque sous-marin à cette heure? C'est pour ça qu'il a mis un bonhomme de plongée, ça, c'est ma job. Mais, pas ma job, excusez, c'est mon loisir. Maintenant, en quoi ça nous concerne qu'il y a des sous-marins russes ou chinois ou d'autres, ça peut pas être eux autres, à part les Américains, qui peuvent aller sous l'eau, très profond, puis s'attaquer à des câbles sous-marins qui vont faire la communication internationale là-dessus? Bien, où est votre donnée présentement? Est-ce qu'elle est ici, en sol canadien? Est-ce qu'elle est aux États-Unis? Est-ce qu'elle est en Europe? Etc. Donc, si vous ne savez pas ce qu'elle est votre donnée, et il arrive une coupure de câble, pour toutes sortes de raisons, sans dire que c'est eux autres, vous êtes fait comment? Quelle est votre redondance? Quel est votre plan de continuité? C'est dans cet ordre d'idée-là, je vous dis, il y a un élément de révision à faire. Vos données circulent où et comment? Si votre clientèle est européenne et des câbles sous-marins sont coupés, il n'y en a pas juste un, là, il y en a plusieurs, on s'entend. Mais ça commence à créer des problèmes qu'il faut anticiper en amont. Même affaire comme on a vu récemment. Les aurores boréales, avez-vous eu un beau spectacle, vous autres, de ça? Oui? Vous êtes chanceux, je n'étais pas capable de le voir, moi j'étais ailleurs. Mais c'est un très beau spectacle. Qu'est-ce qui est l'origine de ces aurores boréales-là? C'est une tempête géomagnétique. Géomagnétique qui a été dans les échelles les plus hautes jamais vues. La plus haute, après ça, c'est l'effet Carrington, que le feu prend après les fils, comme on est arrivé en 1859. C'est pas arrivé. Par contre, vous voyez le tracteur qui est en haut? Les tracteurs, ils ont eu des difficultés avec le signal GPS. Les tracteurs avaient une différence de 10 pouces. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur plusieurs kilomètres, 10 pouces, ça vient un méchant rang qui est tout croche, là. Fait qu'imaginez ça, c'est juste un tracteur. Pour ça, j'ai mis les bateaux après ça. Les bateaux qui sont guidés par GPS. On a les flottes de camions aussi. Donc, autrement dit, toute l'infrastructure essentielle, voire la chaîne d'approvisionnement, dépend beaucoup d'un signal GPS. Puis là, je n'ai pas mis juste GPS. Il y a aussi GLaNOS, etc. Il y en a 4 façons de se repérer géographiquement, géolocalisation, partout dans le monde. Mais si on a des éléments comme ça, des phénomènes naturels qui viennent impacter cet élément-là, quel est votre plan B? Vous savez aussi que beaucoup de mécanismes de communication moderne se fient au signal GPS pour l'horloge, avoir une synchronisation du temps à la milliseconde près. Si ça devient dérangé par un moyen naturel, il y a des moyens humains, il y a des moyens artificiels qui peuvent à ce moment-là déranger ces éléments-là. Il y en a-tu qui le savent?
bien, il y a moyen de reproduire un dérangement électromagnétique de façon artificielle dans des zones de combat, si ce n'est que par un jammer GPS. Tout autour de la Palestine, l'Israël, l'Ukraine, c'est un gros problème de la navigation aérienne. L'OACI, ils le savent, puis tout le monde le sait aussi. Donc, quand il arrive des conflits mondiaux, même dans le sud-est de la Chine, en Asie, il y a des zones où, justement, il y a des brouilleurs GPS. Pourquoi? Bien, pour pas les systèmes d'armes soient capables d'aller précisément frapper une place. Ils ont mis des brouilleurs GPS pour ça. Mais ça... Non, je ne peux pas dire ça. Ça vient fourvoyer vraiment la navigation aérienne en même temps. Donc, les pilotes le savent, ils ne sont pas fous. Ils passent à côté ou ils vont à l'instrument, ils sont capables de passer au travers. Mais quand ça arrive subitement, oups, là, ça peut être dérangeant. Au même titre que cette compagnie-là, Unisuper, gros portefeuille de 135 milliards de dollars avec 647 membres qui souscrivent à ce fonds de pension-là. Au début du mois de mai, il y a quelqu'un, quelque part, qui a fait delete sur l'organisation dans le Google Cloud. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous allez sur le portail, vous ne voyez pas, vous n'avez pas accès, vous commencez à paniquer un peu. Et si vous êtes l'administrateur à l'intérieur et vous ne voyez plus rien, holy shit, vous êtes dans le trouble, là. Et là, c'est pour ça que j'ai mentionné. Et les backups. Hein? J'aurais pu mettre l'image là, que on est dans le trouble, on vient de se faire planter, tout ça. Sont où les backups? Ils étaient sur le serveur qui s'est fait planter. Ah, regardons ça. Heureusement, il y avait des backups sur un autre fournisseur à l'extérieur et ils ont été capables, là, vous voyez, entre 2 et le 15 mai, de reprendre les backups qui étaient ailleurs et de rebâtir leur environnement de travail. 135 milliards d'actifs. Ce n'est pas un problème d'argent, eux autres, pour avoir des ressources. C'est qu'il y a un petit problème là-dedans de planification en termes de dépendre d'une seule ressource. Je ne les blâme pas. Ils ont peut-être fait le travail, je ne connais pas toute l'histoire en arrière. Mais à première vue, là, en tout cas, Google Cloud, il faut qu'il explique comment ça se fait qu'un delete a fait en sorte que les autres n'existent plus. Fait que là, pensez à ça, vous autres, là, dans votre organisation. Vous êtes peut-être juste une PME, mais juste une PME, on vous a convaincu de tout mettre ça dans l'info nuagique, puis demain matin, il y a un delete qui se fait. Est-ce que votre PME va survivre longtemps? C'est ça, cette piste de réflexion-là, comme vision, je vous amène. Et c'est très important. Tout autant que le transport. Vous voyez le camion blanc avec le véhicule à côté, c'est une expérience qui est arrivée, si je ne me trompe pas, dans l'État du Michigan, que des étudiants ils ont été capables d'aller hacker le log électronique du camion. Ça, c'est le véhicule qui est à côté. Comment? Ils se sont pris, donc, un Software Defined Radio, un SDR, puis ils ont été capables, donc, juste étant à côté du véhicule, transmettre, avoir accès au véhicule, détecter la boîte qui est dans le camion, aller porter un changement de code dans le camion et de faire en sorte, après ça, qu'il ait été capable de prendre le contrôle complet du camion puis de faire sacré break puis qu'il arrête. On est rendu là. Puis ça, c'est une plateforme qui est complètement ouverte. Oui, les fabricants vont adresser ça, évidemment, dans un avenir assez rapproché. Mais imaginez un 45 pieds de fuel, là, que tout simplement, sur le boulevard métropolitain, il met un break de même, puis tout le monde y rentre dedans. Ça fait un beau spectacle. Mais c'est ça, la chaîne d'approvisionnement, comment est-ce qu'elle est fragile. Puis là, j'ai mis le véhicule à côté. Qu'est-ce qu'on a d'électronique dans les véhicules? Les véhicules modernes, ils me font peur, hein, s'il vous plaît. Moi, je pense que ça va me coûter cher, mais je vais garder mon véhicule analogue longtemps. Parce que la dépendance vers l'électronique moderne fait en sorte qu'elle est toujours, en tout cas, je l'avoue toujours, il y a toujours des composants qui sont vulnérables. Et ça fait peur. Pour l'information personnelle, c'est une chose. Mais après ça, va-t-il falloir mettre un firewall sur le port ODB2 des véhicules? Ça existe. J'ai visité une compagnie en Israël. Un firewall pour véhicules automobiles qui va juste accepter les commandes qui sont reconnues, qui viennent à l'intérieur du véhicule, qui ne viennent pas de l'extérieur. On est rendu là. Il faut protéger nos véhicules automobiles de cette façon-là. Tout autant que la gestion du risque par rapport à l'information. Quand on classifie mal l'information, ça nous dit quoi? Vous êtes un fournisseur, vous autres, vous travaillez pour, peu importe la compagnie, vous voulez dérouler de la fibre optique. Bon, il y a un appel d'offres qui sort d'un gouvernement, dans ce cas-ci, c'est le gouvernement russe. Il dit, nous autres, on veut lier en fibre optique les silos de lancement dans telle région du pays. Ça devrait sonner pas mal l'information privilégiée, voire l'information classifiée importante, ça me semble. Bien, personne ne l'avait indiqué comme ça. Et ce site-là, supposément secret, bien, il n'était plus secret parce qu'il est sur Internet en 2019. Et ça fait partie justement d'une stratégie que l'information, quand vous la créez, vous devez mettre une importance dessus.
C'est ça qui fait en sorte que vous allez être capable de mettre des mécanismes en place pour prévenir qu'elles sortent en l'extérieur ou qu'elles soient consultées par des gens qui n'ont pas d'affaires à le voir, voire d'aller le porter sur l'Internet public. Donc, les systèmes de DLP, Data Loss Prevention, vous aideront à le faire. Mais fondamentalement, si vous n'avez jamais classé l'information, puis les avez jamais marquées, n'importe quoi va aller sur Internet, ça c'est clair. Donc, ça c'est le dernier point, la gestion des infrastructures essentielles. Ça, c'est une belle histoire, là. Donc, récemment, l'EPA, l'Environmental Protection Agency américain, se sont dotés à l'intérieur de ce ministère-là américain d'une cellule de cybersécurité. Pourquoi? Parce que ça fait 4 fournisseurs d'eau de différentes villes qui se sont fait visiter par des Iraniens, des Chinois, des Russes, des groupes de cybercriminels et des étatiques. Donc, des groupes mandatés par les agences de renseignement et d'espionnage qui ont été visités, ces organismes-là. Pour faire quoi? Potentiellement modifier le code à l'intérieur. Les petites mesures que j'ai mises, là, c'est des affaires de base, encore une fois. Là. Prendre l'inventaire. Savez-vous qu'est-ce qui communique et à quelle adresse qu'elles sont? C'est-tu des appareils qui sont modernes, qui sont, comme on dit en bon français, upgradables, avec un code, puis il peut y avoir un mot de passe pour accéder à cette console-là ou pas? Mais ça, c'est la réalité dans laquelle on baigne. Et récemment, justement, donc, eux autres, ils ont mis les moyens nécessaires, ils vont mettre des mesures avec des obligations pour être capable de dire, par telle date, il faut que ça soit rempli, sinon, nous autres, on débarque et on le fait à ta place. Malheureusement, tant qu'il n'y a pas de mesures contraignantes, ça ne se fait pas. Demain matin, là, vous levez, vous n'avez pas d'eau qui sort de votre champlure pour faire votre café ou prendre votre douche. Pensez à ça, ça peut être une situation comme celle-ci. Comme la biométhanisation qu'on a ici à Saint-Hyacinthe depuis plusieurs années. Cette usine-là, de la compagnie Matadero de Guyane, me semble que je le dis bien, qui a été compromis par un groupe de rançongiciel Ransom Hub, qui, eux, ont été capables de rentrer, ils ont mis 400 gigs d'informations en consigne, mettons ça comme ça, le temps que la poussière tombe. Et ça, c'est une photo de leur interface. Tout comme celle-là ici, c'est une autre photo de l'interface à l'intérieur de cette agence-là qui prouve que les pirates, quand ils font ça, c'est pour prouver qu'ils ont été capables potentiellement d'avoir accès. Maintenant, il reste à prouver, c'est-tu vraiment une photo que ces pirates-là ont pris à l'intérieur alors qu'ils ont eu accès à la console, ou bien c'est une photo en quelque part que quelqu'un a trouvé sur Internet en faisant une recherche, ils ont dit, tiens, on va lui faire peur, on va lui faire croire qu'on a eu accès. C'est là qu'est la partie difficile. Est-ce que c'est vraiment ces photos-là qui témoignent de la réalité? Seuls les gens à l'intérieur de ces organisations-là vont pouvoir en témoigner. Ils vont pouvoir dire, oui, c'est vraiment nos affaires. Ils vont-tu le dire publiquement? C'est sûr que non. Mais c'est là qu'il faut poser la question. S'ils ont accès, sont-ils capables de mettre la switch off ou on? Et qu'est-ce qui est dangereux dans une usine de biométhanisation? À part que ça sent pas bon, je le sais, là. Quand on passe sur l'autoroute 20 à la sortie Giroir, pour vous dire précisément, quand les vannes et le vent sont du bon côté, ça sent pas bon. Même affaire à Saint-Hilaire quand vous passez avant le pont. Donc, qu'est-ce qui est dangereux avec ça? Le gaz. Le gaz généré, c'est du gaz naturel. Donc, s'il y a une surpression, ça peut faire éclater des tuyaux. Si l'étincelle au mauvais endroit par rapport à un équipement qui n'est pas bien entretenu, etc., ça peut causer quelque chose de très, très grave de ce côté-là. Fait que donc, il faut être en mesure de connaître qu'est-ce qui se passe. Hey, j'ai pas de temps. J'ai encore au bout de 3 heures, là. Ouais, OK. Ah, c'est toi qui me l'as dit, là. Donc, le renseignement sur la menace est très important. Moi, j'aime bien cette diapo-là, j'utilise souvent, qui démontre 2 soldats dans la Première Guerre mondiale, les 2 pieds dans la tranchée. C'est drôle, hein, parce qu'en Ukraine, c'est exactement le scénario qu'ils vivent actuellement. Des scénarios, des tactiques de la Première Guerre mondiale, c'est appliqué. La guerre de tranchée est appliquée présentement sur le terrain en Ukraine. Et les deux se regardent. Avant ça, c'était facile. L'ennemi est en avant, les amis sont en arrière. Facile de connaître après ça dans quelle direction qu'on tire. Right? Aujourd'hui, là, la menace, elle est omniprésente, 360 degrés, en haut, surtout, en bas, à gauche, à droite. Donc, c'est difficile de déterminer aussi qui est l'ami, qui est l'ennemi. Fait qu'on a toujours ces éléments-là, il faut se rappeler. Il y a des États-nations qui s'intéressent à venir saboter ce qu'on fait au quotidien, qui on est, notre façon de vivre, pour que ça soit à leur avantage. Ils ont intérêt aussi de venir saboter nos processus électoraux. Vous allez en entendre parler, là, de maintenant jusqu'à l'année prochaine. Les services fédéraux vont faire beaucoup d'efforts pour vous renseigner. Les services électoraux, la GRC, le Service canadien du renseignement,
Centre de cybersécurité du Canada vont tous faire en sorte que vous ayez une meilleure éducation sur qu'est-ce qui vient miner un processus électoral et à ce moment-là, comment reconnaître les signes et symptômes de ceux et celles qui vont vouloir vous faire du mal. Aux États-Unis, présentement, c'est commencé. Vous allez en entendre parler beaucoup parce que l'élection est au mois de novembre. Saviez-vous en même temps que la moitié des démocraties sur la planète vont avoir une élection d'ici fin décembre? Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de désinformation qui circule sur les médias sociaux et qui vient être assistée par et facilitée par l'intelligence artificielle, malheureusement, pour des raisons vidéo, pour des raisons audio et des messages textuels et des photos associées avec ça qui sont hors contexte, mais que la majorité des gens qui prennent les informations seulement de sources non vérifiées par les Internets vont avoir un mauvais message. Après ça, les cybercriminels, eux autres continuent leurs affaires de rançon-logiciel, ça marche bien, très lucratif. Je pense qu'on va changer de business bientôt pour ça. Les activistes, donc, c'est ceux qui ont des revendications politiques. On entend beaucoup parler par rapport aux revendications dans le conflit Hamas-Palestine, principalement ici dans nos régions. Les groupes terroristes, bien là, ils vont mettre beaucoup plus d'emphase sur des moyens physiques de faire passer le message, mais ils vont utiliser beaucoup les médias sociaux pour mousser leurs affaires, comme dernièrement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les Russes font des exercices en vue d'un lancement potentiel d'armes nucléaires tactiques. Ça veut dire des armes nucléaires de bas, j'appelle ça de bas niveau, moi, de moindre amplitude. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous êtes un État-nation avec des armes comme ça, vous ne voulez pas savoir où vous allez les déployer, qu'est-ce que vous allez faire. Non, c'est supposé être resté secret, ça vient une surprise pour l'ennemi. Mais là, eux autres, il y a une grosse campagne de guerre psychologique qui veulent afficher haut et fort. Regardez, on les a les armes, on les a les camions, voici ce qu'on va faire, etc. Donc, ils préparent les gens puis leur donnent justement un avant-goût pour faire peur à l'opposant et que ça change la dynamique. Tout ça est préprogrammé de même. C'est pas juste un fait du hasard que la télévision se trouve à être là au moment où ils font l'exercice. Puis après ça, bien, on a nous autres, les amateurs de sensations fortes. Hein? Vous cliquez sur quelque chose, savez-vous où est-ce que vous allez aller quand vous cliquez sur un hyperlien? Il y a toujours une question d'un 30 sous qui est flippé. Bien, on devrait tomber à la bonne place. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'incertitudes comme ça. Puis après coup, bien, rappelez-vous que la menace à l'interne, c'est ceux et celles avec qui vous travaillez souvent. Peut-être de ce moment-là peut arriver quelque chose de grave et ça ne permettra pas de continuer au quotidien comme travailler naturellement. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas une affaire, on est dans une économie qui est difficile. Qu'est-ce qui devient attrayant pour quelqu'un qui devienne une menace à l'interne? C'est l'information auquel il ou elle peut avoir accès et qui soit revendable. Aujourd'hui, on parle d'information. Il y a 30 ans, hey, on a des laptops. C'est rare des laptops. Vole le laptop, va le revendre. Ça, c'est attrayant. Maintenant, c'est l'information. Comment est-ce qu'on peut vendre l'information que ça peut devenir une commodité qui est revendable, facile? Puis aujourd'hui, bien, ça rentre très bien. Là, des clés USB, là, on en a de quoi? Là, 256 gigs, 1 terabyte. Pas de problème. Des fois, c'est pour des cartes cadeaux de Saint-Hubert. Bon. Les préoccupations confirmées, bien ça, c'est des groupes de cybercriminels. Dans ce cas ici, Volt Typhoon. C'est pas juste un groupe de cybercriminels russophones, c'est un groupe vraiment à la solde du GRU, donc le service militaire de renseignement russe, qui ont, eux autres, œuvré depuis mai 2021. Et se parfait dans leur art vraiment d'intrusion, être capable donc de créer des environnements de désinformation, mais surtout de compromission d'infrastructures essentielles. Tu sais, j'ai mis dans le bas la télécommunication, la production énergétique, les transports, la production et le raffinement d'eau. Ils ont été pris donc la main dans le sac, surtout récemment. Donc, c'est quoi déjà la date? À Guam en mai 2023. Guam. Qu'est-ce que c'est cette magnifique île du Pacifique? À part une belle destination vacances, mais c'est le port principal des opérations du Pacifique pour les Américains dans l'ouest du Pacifique. Donc, quand il y a du déploiement dans le Pacifique, c'est certain qu'ils vont aller faire un petit pit stop là-bas et à mesure, donc, de ravitailler les véhicules, les bateaux, etc. Alors, ils ont été s'insérer dans le réseau de télécommunications civil pour être en mesure d'écouter et de prendre connaissance des métadonnées qui s'échangeaient là-bas. Voyez-vous un petit peu la tactique? Quand un marin, aujourd'hui, se promène à quelque part dans le monde, est-ce qu'il a un téléphone cellulaire? La réponse est oui, check. Est-ce qu'il va s'en servir lorsqu'il va aller à l'extérieur, comme on dit dans le bon jargon? Il va faire un port call, donc il va aller vers une destination, et il va débarquer du bateau, et il va aller dans la population civile. Est-ce qu'il va se servir de son téléphone cellulaire? Check, oui. Il va-tu mettre un VPN en action sur son téléphone cellulaire? Non. Vulnérabilité. Donc, il est capable d'exploiter l'information qu'il va être capable, et le service de renseignement étranger qui va faire ça, il va comprendre qu'est-ce qui va s'échanger potentiellement entre les marins, les hauts gradés. Tout le monde parle, tout le monde jase.
Pendant ce temps-là, saviez-vous que le protocole de signalement qui est dit SS7 est toujours ouvert, est toujours vulnérable. Donc, un SMS que vous envoyez, pas un texto iMessage, un SMS, votre voix ne sont pas chiffrées quand vous travaillez sur un réseau cellulaire. C'est la réalité, même si c'est 5G, là. Fait que, pour une raison de compatibilité mondiale, c'est encore comme ça. Donc, il y avait raison d'aller dans le réseau cellulaire. Est-ce qu'il y a eu des intrusions dans les réseaux cellulaires ici? La réponse est oui. Il ne faut pas baisser les yeux et dire non, ça se passe juste ailleurs. Ça se passe ici aussi. Donc, sécuriser nos moyens de communication, ça commence à être important. Alors, vous voyez aussi qu'ils s'en sont pris avec le KV-Botnet. KV-Botnet qui s'en est pris à des vieux routeurs Cisco RV320, 325. Des routeurs qu'on trouve où, ça? Dans les PME. Majorité, en tout cas. Qu'on retrouvait. Parce que c'est des vieux routeurs qui sont même plus supportés. Bien, quand ça marche, les lumières sont allumées, on a accès à Internet, pourquoi il faudrait le changer, hein? Pas besoin. Hey, on le payait cher, tabarouette, on va rentabiliser notre investissement. Mais quand il n'y a plus de support, de mise à jour de la part du fabricant, c'est là que la lumière devrait sonner et flasher fort parce que là, il y a eu exploitation de vulnérabilité dans ces appareils-là. Puis regardez ici les chiffres. Là. 30 de ces routeurs-là mondiaux ont été compromis en 37 jours. C'est pas long. Les automatistes sont là. Et ils le font très bien. Fait que le FBI a mis ça en arrêt en janvier dernier. Et vous voyez toute la liste à droite, là, c'est toutes des vulnérabilités des CVE que ce groupe-là utilise pour se faufiler une place dans les réseaux tout partout sur la planète. Et vous allez en entendre de plus en plus parler de ce groupe-là. Tout comme le groupe ici, APT29, ou bien de Dukes, ou bien Cozy Dukes, ou bien Grizzly Steps, ou bien Midnight Blizzard, tous des synonymes qui définissent ce groupe russophone-là, qui est aussi à l'exploitation de toutes les CVE que vous voyez ici, et ils font de l'intrusion dans des réseaux. Ils en font. L'intrusion pour faire quoi? Rester dormant, ressortir quelques mois après, paralyser les opérations, documenter qu'est-ce qui se passe dans les réseaux. Vos courriels sont-ils tous chiffrés? Oups! Ils lisent les courriels. Parce que les courriels en transit, ils peuvent être lus comme une carte postale qui passe au bureau de poste. Carte postale qui passe, le postier, là, en principe, il est honnête. Bon, moi, je les ai toujours connus honnêtes. Mais la carte postale qui passe, pas pire, il ne se passe rien de spécial dans la destination qui est, puis il renvoie ça normal. Même enfin qu'un courriel. N'oubliez jamais ça. Un courriel est toujours non chiffré. Ou bien Ransom Hub, comme je disais tout à l'heure. Bien, Ransom Hub, eux autres, ils sont très affairés depuis quelques temps, voire depuis 2 mois. Et l'événement qu'on a vu tantôt, qui ont été capables donc d'avoir accès à de l'information est phénoménal. Là, avant ça, ils ont été, eux autres, repérés à voler beaucoup d'informations médicales aux États-Unis. C'est le même qui ont fait le nom. Mais là, ils s'en sont pris à une infrastructure essentielle, donc ils ont changé de paradigme, ils s'adaptent, mais ils vont aller frapper sans discrétion un peu partout. Eux autres, des groupes comme ça, ils se veulent d'être très disciplinés. Ils ont un modèle d'affaires qui est très rigoureux à l'intérieur. Ils ont même un service à la clientèle. Si jamais vous avez de la misère à trouver un compte pour faire de la crypto-monnaie, ils vont vous aider. Ils sont fins. Mais ne payez pas. Parce que je vais les encourager. Mais si vous devez payer, vous êtes mal pris. J'en ai connu beaucoup d'organisations qui étaient vraiment mal pris. Il y en a d'autres qui étaient bien préparés, mais il y en a d'autres, on va le payer. Alors donc, c'est comme ça qu'il faut connaître. Il faut parfaire notre éducation, il faut parfaire nos formations. 2 façons aussi de le faire. Il y a une traque légale, il y a une traque illégale. Donc, fondamentalement, vous pouvez prendre la traque légale. J'en suis un exemple. Ça a pris 20 ans d'années pour parfaire les connaissances, parfaire qu'est-ce que vous savez, faire les bons cours, etc., réseauter avec le milieu. Ou bien, comme certains, on a connu un personnage de Montréal, bien, c'est d'être un pirate, de faire des crimes, être reconnu coupable, faire 2 ans, 3 ans de prison, peut-être 14 mois si vous êtes gentil. Et vous êtes un consultant à haut prix après ça. C'est le fun, hein? Mais malheureusement, c'est encore vrai, ça. Ça date vraiment d'une quinzaine d'années, ce slide-là, mais c'est encore vrai. Il faut faire nos moyens. Et pour ça, bien, il y a des programmes universitaires de plus en plus disponibles. Vous avez des programmes, donc, un peu partout dans la province, ce qui n'était pas le cas il y a 12 ans, 10 ans, et que là, aujourd'hui, bien, il y a une bonne liste, ça, je l'ai mis en haut à droite, là, les listes des programmes postsecondaires. C'est pas juste des programmes pour savoir comment formater un drive, pour savoir comment connecter un fil RJ45 ou une fibre optique. On est plus loin que ça. Le microprogramme en maîtrise que j'offre à l'Université de Sherbrooke depuis 5 ans, dont j'ai des étudiants ici dans la salle, je suis content de vous revoir, fait en sorte que ça vous amène, on s'en va plus loin. Il faut aller plus loin pour faire un peu ce que je résume ici aujourd'hui, être capable de
parler des choses fondamentales, être en mesure, au niveau maîtrise, là, être en mesure d'aller plus loin pour préparer l'entreprise et surtout coacher et conseiller les dirigeants de ces entreprises-là. Si on ne le fait pas, on est à remorque des événements. Parce qu'il y en a qui n'ont pas les connaissances et qui sont dans des positions d'influence comme ça. Et c'est ça moi, ça me fait peur. Parce que demain matin, on se retourne vers eux autres, c'est eux autres les spécialistes. Qu'est-ce que tu en penses? Où c'est qu'on s'en va avec ça? Et qu'est-ce qu'on devrait faire? La personne qui n'a jamais baigné dans le domaine est dans le néant, complètement. C'est là, des fois, qu'elle peut avoir des mauvais conseils qui vont être générés parce qu'elle va avoir eu des mauvais renseignements par des mauvaises sources. Fait qu'il faut connaître son affaire. Il faut connaître aussi, des fois, il faut aller chercher des certifications professionnelles. C'est pas le Saint Graal, il faut toutes les avoir. Non, non. Il y a il y a des choses importantes à aller chercher. Quand je travaillais comme représentant pour service conseil avec du Cisco, bien, j'avais des certifications Cisco. J'étais instructeur Cisco. Après ça, est-ce que j'en ai eu aussi de Checkpoint? Non. Mais j'ai été chercher des certifications plus génériques, propres à certains domaines. Ce qui m'ont aidé à parfaire, mais surtout, c'est une carte de visite. Quand vous les avez, les compétences professionnelles de même, un diplôme universitaire, c'est une connaissance générale. Quand vous avez des connaissances techniques dans notre domaine, c'est que là, on vous dit, vous avez été reconnu pour étant particulièrement connaissant d'un tel domaine, d'un tel créneau. Fait que ça, c'est important quand même de le prouver. Puis, ceux et celles qui ne l'ont jamais vu, il existe cette roadmap-là qui vous donne un aperçu global quel cheminement qui est intéressant à faire. Donc, vous avez les éléments de base ici, comme TIA, c'est une compagnie qui donne des cours génériques. A+, qui est apprendre à changer la mémoire d'un ordinateur, déboguer un imprimante. Mais quand vous allez après ça Network+, vous apprenez les fondamentaux. C'est quoi une adresse IP? Pourquoi c'est important d'apprendre une adresse IPv4 avec son masque de sous-réseau? Si je vous dis, vous êtes devant une situation, puis le masque de sous-réseau impliqué est 255, 255, 2540. Ça veut dire il y a combien d'ordinateurs potentiels d'impliqués dans un contexte comme ça? Vite de même. 510. Qui est de 512? Vous avez oublié l'adresse de broadcast et l'adresse de subnet. Il faut les retirer. X à la N-2. Fait que donc, c'est des petits détails comme ça. Et si vous les maîtrisez, bang, vous avez une évaluation de la situation beaucoup plus précise et rapide. Vous savez dans quoi vous embarquez. Pareil, quand vous avez une adresse IPv6 qui vous est soumise, « Hey, j'ai été hacké par une adresse FE80. » Ça mène-tu à bien des places, ça? Une FE80, c'est une adresse autogénérée locale. Ça va pas loin, ça, là. Fait que si vous avez une adresse qui commence par 2600, oups, ça, c'est une adresse IPv6 d'Amérique du Nord. Ah, on va aller s'attarder dans l'Amérique du Nord. Ah, pas juste 5 minutes. Ah, c'est bon, on arrive à la fin. Fait que donc, voyez un peu ce que je m'en vais avec mes histoires. Fait que c'est pour ça que lorsque vous allez dans les milieux un peu plus avancés, oups, pas le bon piton. Lorsque vous allez dans les milieux un peu plus avancés, bien là, vous allez un peu mieux raffiner vos éléments. Pourquoi c'est important de s'attarder aussi à l'environnement sans fil? Wi-Fi. Hey, du Wi-Fi, on en profite, on en a à tous les jours. Là, on est rendu sur le marché à intégrer Wi-Fi 7. C'est-tu meilleur que Wi-Fi 6? Oui, à bien des égards, ça peut l'être. Ça promet de faire quoi, du Wi-Fi 7? Meilleure performance, meilleure vitesse, latence très basse, etc. Oui. L'antenne est branchée sur quoi? Sur une switch. La switch, elle, est capable, le port est capable d'injecter combien de gigabits par seconde? Les vieilles switches, 1 gigabit par seconde. Le câble qui est branché sur la switch, lui, il est-tu catégorie 5E, 6 ou 7 ou 8? Parce que j'en connais pas d'access point qui sont capables de prendre une fibre. Ça serait mauditement pratique. Fibre optique, ça s'en va à switch. Là, on pourrait avoir multi-gigabits comme ça. Et là, les nouvelles switches sous la norme 802.11 BE et la norme qui permet d'avoir des capacité de 2,5 gigabits ou 5 gigabits par seconde sur un fil catégorie 7 ou 6. Fait que ça, c'est un avantage. Mais là, il faut avoir la switch qui est capable de driver. Ah, là, on commence à avoir des switches qui sont capables d'amener ça multi-gigabit pour être capable de subvenir au point d'accès ils veulent être multi-gigabit. Fait que c'est là que vous voyez un peu, là, quand on comprend l'architecture dans le bas de la patente, là, ça, c'est le fun. Moi, je triple là-dessus. Vous m'entendez? Là? J'ai un petit billet pour ça. Mais quand vous êtes en position que vous devez générer plutôt ou travailler un appel d'offres et qui doit intégrer la plus récente des technologies sans fil, ce que je viens de vous exposer en quelques secondes, si vous le maîtrisez, vous allez avoir une meilleure appréciation dans l'appel d'offres et de comprendre dans quoi vous vous embarquez et qu'est-ce que les fournisseurs vous proposent. Et comme, encore une fois, vous êtes les gens qui amenez des consultations, autrement dit, qui répondent aux questions, ça va aider à discerner à travers de ça. Parce qu'il y a une place où j'ai été, il n'y a pas longtemps, j'ai été extrêmement surpris de voir comment est-ce que le sans-fil était géré de 1,
De 2, que ça coûtait de l'argent à changer un mot de passe qui prend 10 secondes à faire. Un mot de passe qui était mauditement facile à deviner et qui avait une autre importance que si jamais c'était compromis, il y a bien du monde qui a arrêté dans le trouble. Et que là, quand j'ai dit, hey, il faut changer ça tout de suite, là. Ah, mais là, ça va, en urgence, ça va prendre 24 heures, ça va vous coûter 1500 $. Pardon? Fait que c'est des affaires de même, des fois, il faut regarder avant que ça se concrétise. Et pour ça, c'est important après, de comprendre l'environnement. Fait que vers l'avenir, où est-ce qu'on s'en va? Il faut considérer qu'il va y avoir la protection avec les nouveaux algorithmes de chiffrement post-quantique. Donc, être en mesure, ça c'est les 4 plutôt. Le chiffrement, le Kyber, c'est le premier qui est reconnu par le NSA puis par le CST comme étant très sécuritaire, qui est inviolable côté quantique. Autrement dit, il n'y a pas d'ordinateur quantique qui peut prendre le chiffrement et le briser. Parfait. Intégré a été cet algorithme-là dans... hier est sorti Zoom avec end-to-end, avec l'encryption justement avec Kyber. Vous avez iMessage qui l'a, Signal, qui est une très bonne application pour chiffrer ses conversations téléphoniques, textos, tout ça, messages. Et après ça, vous avez Google Chrome, depuis version 16 de août l'année dernière, qui ont été capables de l'intégrer. Maintenant, c'est fantastique. Hey, on a le NEC plus ultra de la chiffrement là-dedans. Il faut que l'autre côté le soit. Il faut que les nouveaux serveurs aient la nouvelle librairie de chiffrement qui est capable de faire ce chiffrement-là. Sinon, vous allez être vers du TLS 1.3, j'espère, si ce n'est que la norme minimale TLS 1.2. Et les signatures numériques, il faut être capable donc d'authentifier le code, d'authentifier un message par courriel qui va être inviolable de cette façon-là. Parce que RSA 2048 bits, oubliez ça, là, c'est fini, ça a été brisé. RSA 2048 pour signature numérique, ça peut être brisé et donc compromis. On est rendu à 4096 bits. Donc, quand vous générez maintenant une signature numérique, vous devez aller à 4096. Quand est-ce que vous avez lu ça? C'est mal publicisé. C'est mal advertisé, excusez, mais publicisé dans le sens que c'est mal réparti parce que les gens ne le savent pas. Fait que les gens continuent à répéter des vieilles affaires, des vieilles façons de faire parce que l'information, elle n'est pas bien diffusée. Ça, c'est un peu ma job. C'est pour ça que je vais dans les médias, j'essaie d'en dire le plus possible, mais en 5 minutes, pas dire grand-chose, n'est-ce pas? Fait que là, il y a aussi la prochaine étape que la guerre cognitive, c'est elle qui nous fait mal. C'est elle qui nous fait mal. Pourquoi? Parce que c'est le 6e domaine de bataille. L'air, terre, la mer, l'espace, le cyber. Et là, on revient dans le coco. Comment? Par les influences. Les influences pour faire changer quelqu'un, sa façon d'être et de faire. Ça, j'ai mis TikTok en haut. Présentement, TikTok se veut d'être barré partout. Les Américains mettent beaucoup d'efforts en vue d'élections prochaines, d'influencer l'élection qui pourrait potentiellement influencer 147 millions d'électeurs américains par cette plateforme-là. Ici au Canada aussi, bien, bon, partout dans le monde. Douyin, en Chine, est une plateforme d'éducation. Ici, à l'Ouest, donc ailleurs que la Chine, c'est une plateforme de distraction. Et dans cette distraction-là, les algorithmes sont voulus que le gouvernement chinois, de par sa loi sur le renseignement de 2017, peut, à volonté, cogner chez TikTok et surtout ByteDance et dire « Hey, TikTok, je veux qu'il diffuse telle affaire. Je veux qu'on maximise qu'on est bon, on est gentil avec les Ouïghours. » Et ça s'est déjà fait. Donc, les nouvelles qui proviennent de fil de TikTok, qu'est-ce que ça dit vraiment? C'est là qu'il faut questionner le narratif, il faut questionner l'information, parce que vous allez être pris dans ce tordeur. Est-ce que Facebook est meilleur que ça? Non! On l'a vu avec Cambridge Analytica. Eux autres aussi, ils se sont fait prendre la main dans le sac. Et des instances de renseignement, à travers le temps, ça a toujours été comme ça. Ils vont en acheter de la publicité. Ils vont faire passer le message de façon subliminale pour vous faire changer d'idée, vous orienter vos actions vers une autre direction. Et c'est pour ça que, comme professionnel, il faut être attentif à ces éléments-là. C'est très important. Donc, il faut évoluer de façon continuelle, se rappeler de s'adapter aux menaces, un concept fondamental et primordial, je vous le dis. Si vous l'appliquez, ça va vous servir. Et surtout, adaptez-vous aux situations. Soyez vigilants et surtout agiles dans la façon de faire les choses. Ça va vous garder en avant de la parade et non pas à la remorque des événements. Parce que, sur qui qu'on peut se fier? Chaque fin de semaine, il y en a qui vont être en haut, ils vont prier que le serveur ne plante pas. Le serveur va planter s'il a planté. Ce n'est pas un hasard. Il y a le hasard là-dedans, c'est que personne ne s'en est occupé quand c'était le temps. Mais quand on s'en occupe de nos affaires, on sait ce qu'on s'en va. Hein? Oubliez pas, la machine fait ce que l'homme dit. La machine ne fait pas des affaires au hasard. Oups, ça s'en vient, par exemple. Il y a des initiatives que l'intelligence artificielle va amener à dire « Hey, on va le faire, puis ça va être facile. » Ouais. Mais je rappelle que la prochaine civilisation qui va nous mettre à terre, c'est peut-être
geek avec le clavier et la souris, parce qu'avant ça, avec une hache et un bouclier, c'était facile à voir arriver. Ah, il y en a une horde qui s'en vient. Mais à distance, par exemple, à couvert à travers un fil ou une fibre optique, ça va être plus difficile à repérer. Alors, messieurs, dames, merci de votre attention et je demeure avec vous autres toute la journée demain. Prochaine. Merci beaucoup. Soyez pas jaloux, on s'est déjà vu, c'est pour ça. Mais là, je te garde quand même pour 10 minutes. Non. Parce que là, si vous avez des questions, je me qu'il suis restait du négocié. Non, oui, je sais, mais c'est pour qu'ils puissent se poser des questions. Je me suis négocié un 10 minutes de plus pour des questions. Si vous avez des questions, on y va de façon archaïque, on lève la main et j'ai 2 personnes qui peuvent venir avec un micro pour pouvoir vous permettre de poser une question. Qui va briser la glace? C'est quoi un mot? Sans micro, c'est quoi un bon mot de passe? À part 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, non. On va se garder du temps pour des vraies questions. Ouais, des questions sérieuses, là. Alors, je regarde un peu. Est-ce que je vois... Ah, quelqu'un ici? J'ai besoin de quelqu'un avec le micro. Super. Si vous pouvez vous identifier aussi de quelle entreprise que vous êtes, ce serait bien. Bonjour. Ça s'en vient. Allô, allô. Faut-tu Un peu plus haut. Faut-tu craindre le micro? OK. Bonjour, Michael, fondateur de Nebiatech, puis V6O, fait que très interpellé par la présentation. J'avais une question. Tu disais qu'on a encore le contrôle sur les machines aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être amené à changer ou à se tordre un petit peu avec justement tout ce qu'on voit, toutes les avancées qu'on voit en AI, où on remet on met de plus en plus de fonctions dans les mains de la machine en disant débrouille-toi. C'est très gros là, mais Je vais débuter la réponse avec l'analogie. Il y en a-tu qui sont des fans de Star Trek ici? Fantastique. Allez, go where no man has gone before. Hein? Boldly go where no man has gone before. Telles étaient les paroles du Capitaine Kirk. Quand on regarde Star Trek au 24e siècle, il donne des commandes verbales, tout le monde a accès à tout dans tout le monde, puis c'est l'ordinateur qui roule la patente au complet, les yeux fermés. Ils sont dans l'autre bout de l'univers. Ils ont une confiance aveugle envers le système. Pourquoi? Bien, la société dans ces années-là ne fonctionne pas comme aujourd'hui. Si on se met dans la même façon de faire aujourd'hui, on se ferme les 2 yeux, on peut-tu faire confiance à la technologie, sachant qu'on ne sait pas qui est derrière, qui l'a programmé et qui la contrôle. Donc, dans votre question, j'entends qu'on peut-tu faire aveuglément confiance à la technologie. Est-ce que j'ai bien compris? En partie, mais peut-être vous voulez préciser la question? Ah, il a parti avec le micro, lui, là? Bon. dans le fond, c'est qu'on a déjà vu des expériences dans le passé de Google qui faisait discuter des intelligences et qui perdait un petit peu le contrôle. Ben oui. Des choses qui amenaient à produire à plus grosse échelle parce qu'on fait de plus en plus confiance à l'AI et délègue des choses un peu aveuglément. Oui. Donc, on amène l'intelligence artificielle à travers de ça. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette intelligence artificielle-là? Je l'ai encore prouvé quand j'étais récemment avec des amis, on était en vacances et on a eu à jaser justement de cybersécurité. J'ai apporté des termes bien spécifiques. Cette personne-là, son téléphone cellulaire avait des capacités d'écoute, donc reconnaissance vocale pour les fameuses Alexa de ce monde, et a eu cette suggestion-là dans la publicité de son fil Facebook, comme tout le monde peut relater qu'à un moment donné, ça lui est arrivé. Mais parce qu'il y a une capacité d'écoute, parce qu'il y a une capacité de suggestion, c'est là que l'intelligence artificielle apprend ces éléments-là, puis elle fait ce qu'on lui dit. Mais si on lui laisse la place de le faire, personnellement, moi, j'ai rien d'assistant intelligent, mes microphones sont fermés, j'ai même un tape sur le microphone de bien des appareils, puis après ça, ben Siri, je ne l'utilise pas, Alexa, j'en ai pas, etc., etc. Parce que dites-vous une affaire, l'intelligence artificielle, les gens vont s'en servir à qu'est-ce qu'ils veulent bien que ça fasse leurs affaires. Dites-vous aussi qu'Alexa a déjà été citée à comparaître dans des procès aux États-Unis. Elle a été témoignée pour un crime, puis elle a été défendre quelqu'un contre un crime. Wow. Elle est capable d'inculper et est capable de disculper. Comment? Par les enregistrements. Évidemment, c'est tout des enregistrements pour faire des essais, faire des tests d'amélioration pour que vous ayez un meilleur service. Mais, ultimement, il y a un tape en quelque part, un tape. C'est enregistré. Et donc, quand il y a eu le subpoena qui est allé chez Amazon, bien, Amazon ont été chercher les enregistrements, telle heure, telle date, puis ont produit ça en cours. Ils ont été capables d'aider à inculper ou disculper la personne qui est accusée. Donc, soyez pas dupes, ça enregistre. OnStar enregistre vos conversations dans le char aussi. Wow. Genre. Là. Ça ferait un bon CSI. Fait que l'intelligence artificielle va aider à peut-être compléter certains modèles, certaines discussions, mais en même temps, quand vous vous y attendez pas, ça peut peut-être jouer contre vous autres dans l'avenir. On a une question ici, et après ça, on va aller à monsieur au fond là-bas.
Gardez Bonjour. votre main levée, on va venir vers vous. Bonjour, René-Sylvain Bédard d'Indominus. Question, j'aimerais savoir ton avis sur les méthodes qu'on peut mettre en place pour venir éliminer, entre guillemets, le deepfake. Donc, comment est-ce qu'on peut venir identifier du contenu qui est fait via IA? Je sais pas, moi. Mais là, Le deepfake, justement, est un gros problème. Hier, si c'est pas avant-hier, Scarlett Johansson a fait justement une mise en demeure envers OpenAI. Parce qu'OpenAI voulait se servir de sa voix, elle a dit non, puis on l'ont fait pareil. Donc, servir de sa voix pour aller chercher une forme de voix de crédible pour être en mesure de faire des représentations de quoi que ce soit. Fait que le deepfake, OpenAI s'est avancé il y a 2-3 semaines, dans mon souvenir, comme quoi qu'ils vont développer un algorithme, si ce n'est pas déjà mis sur le marché, capable de détecter les faux générés, les faux audios, les faux vidéos, les fausses photos. Et ça, c'est très important que ça se fasse parce qu'on a de plus en plus aussi d'utilisation de matériel légitime à des fins pédopornographiques. Donc, des photos d'enfants que tout le monde est fier de montrer ses enfants et sa famille, mais que le réseau de pédophiles, eux autres, vont en faire la collecte un peu partout. Et après ça, dans les réseaux de pédophiles, va mettre en disponibilité de ces photos-là. « Hey, moi, je l'aime, celle-là. » Ils vont mettre ça avec un contexte qui est complètement pas rapport, mais ça va être la figure de la petite fille ou du petit gars qui va être mis là-dedans. Et les policiers font beaucoup d'efforts à travailler à l'international, à arrêter ces réseaux-là. Mais là, on a des problèmes d'ordre sociétal. Parce que là, l'Allemagne vient de voter qu'il devrait légaliser la possession de matériel pédopornographique hier. on est ailleurs. Là. Tantôt, je me répète, on dirait tout hier, c'est passé. Là, mais ça se trame comme ça. Puis je lisais un article de 2021, justement, en lien avec ce dossier-là, qui dit qu'ils ont fait des essais, donc social, pour placer quelqu'un avec la DPJ de ce pays-là, un jeune, vers un vieux bonhomme de 47 ans. Je suis jeune, tu sais. Mais que c'était vraiment un pédo, que lui, à ce moment-là, il s'amusait avec les petits gars, puis il faisait ce qu'il voulait. Jusqu'à temps qu'il découvre que, hey, c'est pas correct, etc. Fait que là, on amène ça dans le cyberespace, imaginez. Il y en a partout, mais partout, c'est une plaie, et que le deepfake fait en sorte que ça les satisfait davantage. Il y en a qui vont dire, c'est pas grave, c'est pas des vrais enfants. Maintenant, à quelque part, il y a un jeune qui a été filmé pour de vrai, puis il continue de se faire exploiter comme ça. C'est là que c'est pas correct. Il faut les rapporter, c'est criminel. Encore ici au Canada, c'est encore criminel, la possession ou le transfert de ces informations-là. Mais comment dire après ça que c'est vrai de pas vrai? Ça, c'est pas notre ressort. Mais il faut le rapporter. Mais il faut être capable de les détecter. Alors donc, il va falloir que ça soit davantage vérifié en ligne quand ça se transpose, quand ça s'entrepose. Et là, on arrive dans un débat aussi de la protection de la vie privée parce que là, il y a des fournisseurs qui vont dire, hey, nous autres, en hébergement, on ne veut pas être pognés là-dedans. On veut scanner ce qui est dans les endroits de stockage. Et là encore, là, ça veut dire qu'on ouvre la question à c'est à qui la responsabilité? Entre autres. Donc, ça, c'est juste une porte. Le temps pour une dernière question. J'avais monsieur ici, si vous voulez vous lever, au fond là-bas. On va venir à vous en courant, bien sûr. Excellent. Salut Steve, Jean-François Levé, magistrature. Oups, merci pour la présentation. J'ai une question. J'ai suivi ta présentation, puis une question qui me préoccupe, qui me chatouille. Tu as amené beaucoup de concepts de mise à jour des équipements, puis ainsi de suite. Mais on sait que depuis 2019, le télétravail a été développé énormément pour nos administrateurs en TI qui sont à cette heure de plus en plus à la maison au lieu d'être au bureau. Oui. Puis, on sait que c'est le nerf de la guerre, c'est tout notre environnement passe par les administrateurs. Maintenant, le maintien du Wi-Fi chez eux ou le maintien des routeurs que les compagnies de téléphone leur fournissent, il n'y a personne qui se préoccupe de ça. Non. Moi, je me dis, dans ta présentation, est-ce qu'il y aurait une facette qu'il faudrait que tu introduises, d'un? De deux, est-ce que je suis le seul à réaliser qu'éventuellement, on va arriver devant un mur puis on va se dire que, regarde, là, l'environnement à la maison, il y a un minimum à avoir. Oui, tu vas me dire qu'il y a des firewalls, mais ainsi de suite, mais quand même, le basic n'est pas préoccupé présentement. Puis là, je me demande si on n'est pas le maillon le plus faible de notre chaîne, là, puis se dire à un moment donné, on va tous se réveiller, puis nos administrateurs auront été hackés à leur insu par rapport à leur Wi-Fi ou leur environnement, parce que moi, je travaille dans un environnement qui doit être sécurisé. Puis, c'est des préoccupations qu'on avait posées aux gens de Bill pour des Internet chez des juges de nature X, Y. Là. Puis, on dit, ça, c'est mis à jour de façon régulière. Qui me le démontre? Je ne sais pas. Je vais peut-être arriver un an après, puis le routeur. Bref, c'est ma question, elle est simple. Là. Donc, on a deux questions, finalement. Oui, vas-y. Ça fait avec une mise en contexte en plus. Tout à fait. Merci, Jean-François.
Bien, écoute, le problème il est simple. Il n'y a pas eu d'évaluation de menaces et des risques qui a été fait avant que le déploiement massif de gens à la maison soit isolé. Et là, tout le monde a pris pour acquis que parce que c'est à la maison, c'est safe. Faux. Qu'est-ce que j'ai commencé comme premier concept tantôt? La sécurité physique. Bon, bien, qui protège le système d'information qui est à l'intérieur de la cabane? 2, quelle information est traitée sur ces systèmes-là? Combien est-ce qu'il y en a qui ont travaillé avec le PC personnel, des informations du bureau? Il y en a beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a de l'information officielle qui ne vous appartient pas, mais qui est sur un système d'information qui est à usage multiple, qui n'est pas aussi protégé que s'il serait dans l'environnement contrôlé du travail. Ça a un autre aspect. Puis là, après coup, ben oui, le Wi-Fi de la place, là, y a-tu juste vous qui avez accès au Wi-Fi ou bien tout le monde de la famille, avec toutes sortes de bébelles, dont la PS4, la Twitch, la Switch, je ne sais pas trop, participe à l'utilisation de ce même Wi-Fi-là. Donc, à l'intérieur de l'organisation, vraiment, le donneur d'ouvrage ne s'est pas donné la peine de faire cette évaluation de menaces et des risques afin de consigner l'autorisation. Parce que moi, dans mes vieilles années, là, on avait un privilège de travailler une journée à la maison à distance, puis hey, c'était fantastique, on était fous comme la merde. Là, aujourd'hui, le monde a de la misère à décoller de la maison pour retourner au travail. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais il reste que, fondamentalement, qu'est-ce que vous traitez comme information chez vous? De dire que c'est de l'information très sensible, là, il y a un autre examen de conscience organisationnel qui doit se faire. Donc, acceptez-vous le risque comme organisation que de l'information très sensible soit traitée à distance sur un PC qui n'est pas bien sécurisé le soir? Parce que il laisse le PC là, il est dans son sac, il est de chez le côté du bureau, s'en va au spectacle le soir, il revient chez eux, hop, plus de sac dans la maison, il y a eu intrusion par infraction. À qui la faute? L'information sera-t-elle consommée? Combien est-ce qu'il y en a que les laptops sont chiffrés quand vous le fermez? Oh! Faites le test pour le fun. C'est ça qui est le danger. Donc, c'est pour ça qu'on entend des fuites d'informations de professionnels que, je ne sais pas pourquoi, il y avait des centaines de milliers de lignes d'informations de dossiers de clients, des dossiers patients qui étaient sur un ordinateur et qui ont été compromis. Et les informations ont été compromises parce que le portable n'était pas protégé adéquatement. BitLocker, aussi imparfait qu'il est, c'est toujours bien une mesure de plus, de difficulté, à accéder à cette information-là que s'il n'y a rien. Au même titre que le mot de passe, ça vaut juste 6 chiffres pour accéder à ce mot de passe-là au téléphone, mettons. Le test a été fait. Un reporter a suivi quelqu'un dans un bar et parce que la personne était fière, en fait, ses chiffres de même, il était 3 personnes à être capables de voir le 6 chiffres du téléphone. Vient accrocher la personne, le téléphone tombe, ramasse le téléphone, part avec, 6 chiffres, il est capable de changer le profil électronique de la personne. Moi, j'ai 15 caractères pour y accéder. Fait qu'il faut gérer le risque où il est. Steve Waterhouse, un grand merci. Plaisir.